Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le 8 mars et c'est une émission 100% féminine ce soir. La Journée internationale des droits de la femme n'est qu'une occasion parmi d'autres pour dresser le bilan de la condition de la femme dans la société, dans l'entreprise ou encore à l'école. Beaucoup d'événements sont organisés d'ailleurs en marge de cette journée du 8 mars pour rappeler que la lutte pour les droits des femmes continue dans le monde entier. Au Maroc, les appels se multiplient pour une refonte globale du code de la famille, une néo-Moudawana qui interdirait de facto le mariage des mineurs et qui réviserait les formes désuètes aujourd'hui du divorce, entre autres. Le code n'est spécifique ni aux hommes ni aux femmes. Il est dédié à la famille entière, fondé sur la notion d'équilibre. Il donne aux hommes et aux femmes les droits qui leur échoient respectivement. Il tient compte de l'intérêt des enfants. Pour reprendre les termes de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le discours du trône le 30 juillet dernier. Un appel clair et sans équivoque. Le souverain a également mis l'accent sur l'inclusion effective de la femme dans le tissu économique. Et je le cite encore une fois, il est indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement. Fin de citation. L'autonomisation des femmes constitue le fer de lance de plusieurs programmes gouvernementaux et non gouvernementaux d'ailleurs. Mais les chiffres rappellent une réalité difficile. 8 femmes sur 10 restent en dehors du marché du travail. Et selon le Haut Commissariat au Plan, en plus de la sous-valorisation du potentiel féminin dans le marché du travail, la qualité de l'emploi des femmes reste très faible. Lorsqu'elles accèdent à cet emploi, celui-ci est dominé par l'emploi non rémunéré et une inégalité très forte, accentuée dans la rémunération. Enfin, et selon la Banque mondiale, la part des femmes dirigeantes et entrepreneurs au Maroc est d'environ 20%. Notez que ce chiffre a beaucoup baissé lors de cette dernière décennie. Pourquoi? Réponse ce soir en compagnie de 4 femmes qui font beaucoup et qui vont débattre ce soir. Tout d'abord, c'est un plaisir renouvelé que de l'accueillir sur le plateau de Médian TV. Madame la ministre Nouzha Srli. Bonsoir, Madame Srli. Bonsoir, Khadija. Je rappelle que vous êtes actuellement présidente du think tank marocain Awel, traduisez Parole. Vous êtes également ancienne ministre du Développement social, de la famille et de la solidarité dans le gouvernement El Fassi. C'était de 2007 à 2012. Bienvenue, madame. Tout à fait, merci beaucoup. J'ai également le plaisir d'accueillir une autre militante pour la condition de la femme et les chefs d'entreprise et les présidentes de l'IFRAN Forum, le sommet africain du commerce et de l'investissement. Et tout récemment, elle a été élue présidente nationale de l'association ESPOD. Bonsoir Khadija Janassi Idrissi, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Khadija, bonsoir à toutes et à tous. Et on va certainement parler de cette toute récente nomination à la tête de cette association ESPOD dans quelques instants. C'est un plaisir aussi de recevoir sur le plateau de Questions d'Actu. C'est un plaisir, vraiment une joie pour moi d'avoir autant de femmes sur le plateau de Questions d'Actu. Ce n'est pas quelque chose, malheureusement, que j'ai tous les jours sur ce plateau. Rachida Kaout, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Marhaba, vous êtes donc présidente du Haut Commissariat des diasporas africaines en France, élue franco-marocaine aussi, il faut le préciser. Bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci. Et depuis Casablanca, avec nous, Leïla Doukali, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Bonsoir Leïla Doukali, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija Ihsan, merci pour votre invitation et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et un beau parterre de femmes. Absolument, vous faites bien de le préciser, un beau parterre de femmes et ça fait toujours du bien d'avoir justement la parole féminine pour parler de la femme mais aussi la parole masculine. Mais en tout cas, nous allons commencer ce débat par le commencement, c'est-à-dire la condition de la femme, la position de la femme dans la société et donc ce code de la famille. Ce discours du trône, vraiment 2022, a constitué vraiment un rappel, une piqûre de rappel très importante sur les avancées ou je dirais la régression de la condition de la femme dans la société. Je voudrais juste, encore une fois, citer un extrait sur ce code de la famille tel que l'a décrit le souverain dans son discours. Le Code de la famille a représenté un véritable bond en avant. Désormais, il ne suffit plus en tant que tel. L'expérience a en effet mis en évidence certains obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée et d'atteindre les objectifs escomptés. Fin de citation. Madame Srali, pourquoi
ce code de la famille est aujourd'hui dépassé. Il est tout à fait dépassé parce que le temps fait évoluer les sociétés, il y a des évolutions sociologiques, et aussi parce qu'il y a 19 ans, sur la réforme du Code de la famille en 2004, qui avait constitué vraiment une révolution tranquille et qui était une avancée extraordinaire, mais 19 ans après, et surtout 12 ans après l'adoption de la Constitution marocaine, qui a énoncé l'égalité, l'interdiction de toute discrimination, de toute violence, il fallait qu'on fasse l'harmonisation du Code de la famille. C'est un engagement de la Constitution. On aurait dû le faire durant le gouvernement qui est venu immédiatement après l'adoption de la Constitution. Mais nous avons vécu 10 années dans lesquelles nos revendications, surtout sur le plan du Code de la famille, ont été totalement ignorées. Et donc, surtout cette question du mariage des mineurs. Parce que quand on voit les chiffres, 75% des demandes de mariage de mineurs sont acceptées. Il y a des... Tout à fait. Il y a quand même des chiffres qui témoignent que, effectivement, ce sont les juges qui marient ces Mais jeunes. justement, parce qu'en fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'en fait, il y a eu toute une tendance qui a été encouragée idéologiquement à aller faire des mariages de Fatiha pour contourner le Code de la famille et qui nous faisait revenir ça à travers l'article 16 pour la régularisation des mariages. Donc on a eu des polygamies et des mariages d'enfants qui se sont passés en dehors du Code de la famille pour le vider de son contenu. Et puis il y a eu d'autres reculs, même dans la mise en application du Code de la famille, parce qu'il y a eu des supercheries, il faut le dire, qui ont été utilisées, par exemple, pour pousser les femmes à demander le divorce. Parce que le shiqaq avait été fait comme voie pour les femmes d'obtenir le divorce, mais là, ce sont les hommes qui voulaient répudier leurs femmes et qui préféraient ne pas passer par la procédure de répudiation dans laquelle ils avaient des droits à payer aux femmes, notamment le mut'a, et ils commençaient à harceler leurs femmes pour la pousser, elle, à aller demander le divorce par le shiqaq. Et c'est comme ça qu'on entend aujourd'hui des chiffres, comme quoi ce sont les femmes majoritairement qui demandent le shiqaq, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, puisqu'il y a beaucoup de cas qui sont forcés à le faire. Donc aujourd'hui, je crois que le moment est vraiment venu de mettre à jour le Code de la famille, de l'arranger avec l'évolution de la société. La société a beaucoup évolué. Déjà sur la question de la composition et des rapports au sein de la famille, on a beaucoup de choses qui sont nouvelles, qui n'existaient pas vraiment avant. Maintenant, on a des familles recomposées, on a beaucoup de couples mixtes, alors qu'on continue avec des choses aberrantes comme le fait qu'une Marocaine qui se marie avec un étranger lui demande de renier sa religion et de prendre la religion musulmane, même quand c'est fait de façon formelle. Oui, c'est juste une formalité, vous faites bien de le préciser. C'est une formalité, mais malgré tout, c'est une atteinte à la... c'est-à-dire un homme qui veut se marier, pourquoi est-ce qu'il devrait changer de religion ? La femme, si elle est attachée à sa religion, n'est pas sous l'autorité d'un homme pour qu'il lui impose de changer de religion. Il y a les questions de tutelle. Maintenant, ça devient inadmissible que la tutelle légale soit l'exclusivité de l'homme. Imaginez-vous... Alors, ce serait bien d'expliquer justement ce point de la tutelle, voilà, la tutelle qui est du ressort de l'homme. Ça me tient à cœur. Oui, je comprends parfaitement, parce qu'il y a vraiment des cas qui font mal au cœur. Disons d'abord le fond de l'histoire. C'est qu'une femme, elle porte une grossesse pendant 9 mois. Et ce n'est pas facile de porter une grossesse. Elle met l'enfant au monde, elle l'allaite, elle s'occupe de lui. Mais dès le moment où elle le met au monde, il prend le nom du mari. Donc, félicitations à vous, messieurs. Vous avez un enfant qui vous a été fait et présenté sur un plateau d'argent par votre femme et qui porte votre nom. Alors que le nom de la femme est oublié il est oublié, il n'est pas maintenu. Et dès ce moment-là, vous avez la tutelle légale exclusive sur cet enfant. Mais c'est comme si la femme était une mère porteuse. Qu'est-ce que la tutelle légale exclusive? Alors, vous parlez de quoi? Du droit, par exemple? C'est lui qui a le droit de disposer des biens de l'enfant. Voilà. C'est lui qui a le droit de l'inscrire à l'école. C'est lui qui a le droit de prescrire, par exemple, de donner son accord pour une opération. C'est lui qui a le droit de lui faire le passeport. C'est lui qui doit l'autoriser à sortir à l'étranger. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Elle est une mère porteuse, ou ça a été une expression qui a été utilisée par une dame que je salue, mais ce n'est pas juste. Donc nous faisons les enfants ensemble, on partage la vie. Dans l'article 4, je veux dire, c'est pas nouveau cela.
Pourquoi ça révolte autant aujourd'hui? Ça révolte aujourd'hui autant parce qu'il y a des choses qui sont utilisées contre les femmes, comme par exemple la question de la garde des enfants. Auparavant, la femme qui se remariait perdait sa garde, oui, au profit de sa mère, puis de sa tante et de sa nièce et de sa sœur et de sa petite nièce, etc. Et après venait l'homme en 9e position. Les féministes marocaines qui sont généreuses, qui sont attachées aux droits humains, ont dit que ce n'est pas juste pour les hommes, il faut les mettre en 2e position après la mère. Donc aujourd'hui, quand il y a divorce, le père qui se remarie ne perd pas la garde de ses enfants, et la femme, si elle se remarie, elle perd la garde des enfants. Et à ce moment-là, le mari, il cumule et la garde de l'enfant et la tutelle de l'enfant. Oui. Et la mère devient étrangère à son enfant qu'elle a mis au monde. Et c'est totalement aberrant. Il y a des femmes qui annulent leur mariage, des femmes de 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, qui annulent leur mariage, qui redivorcent parce qu'elles ne peuvent pas accepter qu'on leur enlève leur enfant. Mais c'est des injustices intolérables. Et c'est des choses qui n'existaient pas dans l'ancien code, qui était pourtant beaucoup plus en retard que celui-là, celui-là est beaucoup plus avancé que celui qui était avant, mais ça n'existait pas parce que la femme, quand elle se remariait, elle donnait l'enfant à sa mère ou à sa sœur, et puis voilà, elle continuait à s'occuper de lui, et c'était réglé, quoi. Oui. Donc, ce qui fait, il y a de nouvelles injustices. Mais moi, quand j'ai parlé d'évolution sociologique de la société, aujourd'hui, on ne peut pas parler du code de la famille sans parler du code pénal aussi. Oui. Parce qu'il y a la question des enfants nés hors mariage. Aujourd'hui, quand il y a l'âge de mariage à 32 ans, alors qu'avant, avant l'âge du mariage pour les filles, c'était 16 ans, et pour les garçons, c'était 18-20 ans. Dans les années 60. Donc, il n'y avait pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, l'âge du mariage à 32 ans pour les hommes, à 27 ans pour les filles, eh bien, ce qui fait que les mères célibataires sont légion. Également, les enfants nés hors mariage sont très nombreux. Et il n'y a pas de reconnaissance de ces enfants nés hors mariage parce que le Code de la famille distingue entre la parentalité parentale et entre le fait de la parentalité paternelle. Et il n'y a que le père qui peut donner les pleins droits à cet enfant pour qu'il soit reconnu dans la société. Alors, c'est très bien. Je veux juste qu'il y a eu un sondage en 2020 réalisé par l'Association des femmes marocaines pour la recherche et le développement, dit que 44% des Marocains se sont prononcés contre la révision du système successoral, donc l'héritage, l'IRT. Ça, c'est entre parenthèses. Et c'est aussi l'un des points clés de la réforme de cette Moudouana. Khadija Janati Idrissi, moi, je veux vous interpeller sur autre chose. Et c'est sur l'action politique de la femme pour justement changer. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une réelle action politique de la femme pour changer ce qui a à changer dans cette Moudouana sans froisser quelques sensibilités politiques d'ailleurs ou autres? Alors, je pense que la réponse est très claire. La réponse, on peut très rapidement la voir à partir des chiffres et des réalités. Quand nous voyons les chiffres, quand on voit le terrain, on se rend compte que finalement, l'impact n'est pas là. Donc, combien même il peut y avoir des volontés, de l'action, de l'engagement, mais ça ne se traduit pas forcément par le changement de la situation réelle des femmes. Est-ce qu'il y a une volonté politique? Moi, je pense qu'il y a une volonté de personnes qui font de la politique, mais il n'y a pas une volonté globale. Nous avons vu clairement que toutes les réformes qui ont été menées au profit de la condition des femmes dans notre pays ont été menées par l'institution monarchique et ont été fortement demandées par la société civile. Donc aujourd'hui, pour moi, le maillon fort de cet écosystème, de la cause, c'est la société civile qui s'engage réellement et qui fait du plaidoyer, qui travaille, qui fait des recherches et qui demande à ce que certaines choses soient réalisées. Je voudrais revenir à votre question, pourquoi aujourd'hui ? À mon sens, c'est une nécessité pour au moins 3 raisons majeures. La première est qu'à juste titre, comme Madame la Ministre l'a rappelé, la société a évolué. Et quand la société évolue, forcément, les contextes vont évoluer, les contextes vont changer. Ce code qui a été
considéré comme une grande révolution en 2004 était clairement un tremplin. C'était une première phase qui annonçait un Maroc nouveau, un Maroc où les femmes sont mises au cœur du système économique, social et politique. Elle n'était pas, le Code de la famille n'était pas une action isolée, mais il y avait des formes d'évolution de la condition féminine dans d'autres secteurs aussi. C'est aussi une deuxième raison, c'est parce qu'on a eu aujourd'hui suffisamment de recul pour pouvoir constater l'application de ce code. Parce qu'in fine, on parle depuis tout à l'heure du mariage des mineurs. Le Code de la famille a fixé l'âge minimum de mariage à 18 ans. C'est l'application qui n'est pas faite en total respect de c'est les dérogations de ces dispositions. surtout, enfin, toutes les demandes d'autorisation approuvées par les juges. Absolument. C'est ça, en fait. Donc, C'est là où le bas blesse. C'est aussi les apprentissages qu'on a eus sur ces 19 dernières années qui disent qu'aujourd'hui, il est nécessaire de le réformer. Mais on l'entend depuis quelques années déjà. Enfin, on n'a pas attendu qu'il passe, que 19 années passent Absolument. pour qu'on appelle à la réforme de cette Moudouana. Mais c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de vraie volonté politique. La seule qui existe aujourd'hui, c'est, comme on a dit, la société civile et l'institution monarchique. Et comme vous avez cité deux passages du discours du roi à l'occasion de la fête du trône de 2022, il y a un troisième qui m'intéresse beaucoup et qui dit, je cite, « L'esprit de la réforme ne consiste pas à octroyer à la femme des privilèges gracieux, mais bien plus précisément à lui assurer la pleine jouissance des droits légitimes que lui confère la loi. C'est-à-dire, pour moi, s'il y a une évolution à faire, ce n'est pas pour faire des cadeaux aux femmes, mais c'est pour rétablir une justice qui n'a pas été au rendez-vous, même avec ce nouveau code de la famille. Alors, et cela impacte bien naturellement le positionnement de la femme au sein même de cet écosystème de développement ou économique. On va en parler plus tard. Je me tourne vers, à présent, Leïla Doukali, présidente de l'AFEM, d'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. Alors, beaucoup d'appels à la réforme du code de la famille. Qu'est-ce qu'en pensent les chefs d'entreprise, d'ailleurs, de ce code de la famille? Comment ce changement peut-il impacter le monde de l'entreprise féminine? Mais écoutez, on a toute la même pensée par rapport à ce code de la famille. Et comme l'a dit Madame Genati, il était révolutionnaire en 2003. Il a besoin très sérieusement d'être mis à jour. Il y a une volonté globale d'accompagner cette femme marocaine d'un point de vue juridique. Elle a tous les droits pour pouvoir entreprendre, mais il faudrait en fait travailler sur cette vision patriarcale qui est basée sur le contrôle de la liberté et le corps des femmes. Donc surtout le contrôle de la liberté, ce dont souffrent beaucoup ces jeunes femmes que nous côtoyons au quotidien, c'est le fait d'avoir toujours un point de vue d'un père, d'un homme dans la famille, un père, un oncle, un frère, qui va l'encourager et dans la plupart des cas, qui va la décourager à s'émanciper et être autonome financièrement. Donc, nous travaillons bien entendu au quotidien pour accompagner cette femme-là. Comment? Écoutez, d'abord par une cellule d'écoute, c'est très important de l'écouter. Alors, nous sommes souvent contactés à travers les réseaux sociaux par des femmes à travers tout le Maroc qui ont cette volonté, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne peuvent pas, qui sont mariées, qui se posent la question est-ce qu'elles peuvent assumer les deux responsabilités, celle d'un foyer et celle du travail. Et souvent, donc, on est obligé d'être là et de les écouter parce qu'elles sont partie prenante du développement économique de notre pays. Et souvent, elles n'ont pas le soutien de la famille. Donc, nous faisons un travail aussi mental et d'écoute, de conseil et d'accompagnement. Malheureusement, le taux est comme il est. Vous l'avez dit tout à l'heure, déjà. Nous avons pris beaucoup de retard ces 10 dernières années, de 2010 à 2020. Nous avons des objectifs glorieux à atteindre et ces objectifs ne pourront pas être atteints sans l'application efficace, efficiente de la femme marocaine. Donc la femme, dans son rôle associatif, est au plus près de cette femme-là. On connaît toutes ses difficultés à pouvoir entreprendre.
elles ont envie. Moi, je veux juste comprendre pourquoi elles sont plus de la moitié qui sont dans les bancs d'université. Donc, elles font le travail jusqu'à l'âge de 25 ans. Elles sortent généralement brillantes de ce cursus universitaire ou d'études supérieures. Elles majorent. Et puis après, nous les perdons. Et nous les retrouvons. Il faut savoir que l'âge de création d'entreprise par la femme au Maroc est entre 42 et 45 ans. Mais nous avons besoin de cette jeunesse-là avec toute sa fraîcheur, avec toute cette nouvelle vision. Le Maroc a besoin de cette jeunesse et c'est vrai qu'il est compliqué. Donc la FEM travaille pour les 3 prochaines années sur des projets impactants sans oublier le rural. Vous parliez tout à l'heure de femmes qui, avec à cause de l'analphabétisation, comme le disait mon amie, Madame la ministre, voilà, elles ne savent pas, donc on va faire croire des choses, on va marier les jeunes filles en leur disant avec la Fatiha, ça va passer. Et puis voilà, et donc il y a tout ce travail aussi au niveau rural, et je pense que Madame Genetti aussi va enclencher beaucoup d'actions dans ce sens-là. Ces femmes-là, il ne faut pas les oublier. Elles sont chefs d'entreprise, mais elles ne le savent pas encore. Donc il faut les accompagner. Elles ne sont pas visibles. On a aussi un enjeu crucial, celui de l'informel. Donc, nous sommes, nous les femmes, 2 tiers informels, 1 tiers formel. Donc, nous ne pourrons pas y arriver et on a besoin vraiment de toute cette mobilisation des institutions gouvernementales. Et heureusement que la société civile aussi est là pour accompagner et écouter ces femmes au quotidien. Alors, le Conseil économique, social et environnemental préconise une réforme ambitieuse. Ça, c'était pour l'année dernière, mars 2022 d'ailleurs, où le Conseil a émis justement quelques recommandations, comme le stipule d'ailleurs la Constitution. Alors, il faut le cadre juridique en harmonie avec les ambitions du pays. Alors, quand on parle du cadre juridique, vous avez parlé tout à l'heure, Madame Srali, de changer aussi le code pénal. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement que la société est prête pour accueillir et accepter ces changements, notamment sur des points assez délicats et sensibles comme l'héritage? Bien, écoutez, l'héritage, quand on explique aux gens ce qu'il en est, ils peuvent comprendre. Mais si on ne leur explique pas et qu'on leur interdit de parler de cette chose, vous savez, Sa Majesté le Roi, qui a fait un discours vraiment à portée stratégique et à un moment vraiment très important politiquement, c'est-à-dire le jour de la fête du trône, Sa Majesté a lancé des messages. Mais les messages de Sa Majesté, il faut les lire dans leur précision, parce que, par exemple, il a dit « Moi, je ne peux pas rendre licite ce qui est illicite ou rendre illicite ce qui est licite ». Et les gens se sont arrêtés là en disant « Ah, voilà, il a dit ça, donc on ne touche pas à l'héritage ». Mais Sa Majesté le Roi a continué sa phrase en disant, particulièrement pour les sujets qui sont encadrés par des textes coraniques formels. Donc des textes coraniques. Alors c'est un message extrêmement important. C'est le cas pour l'héritage, Madame Srali. Non, mais pour l'héritage, attendez s'il vous plaît. Pour l'héritage, il y a ce qu'il y a dans le Coran. Oui. Mais il y a ce qui n'est pas dans le Coran. Et les plus grosses injustices qui sont contre les femmes, c'est ce qu'il n'y a pas dans le Coran. C'est-à-dire ? Par exemple, tsasseb, le fait que les cousins et les oncles paternels et les cousins paternels et tout ça interviennent quand il n'y a pas de filles, de fils. Pardon, quand il n'y a pas de garçons, oui. Ce n'est catégoriquement pas dans le Coran. C'est le fiqh. Ce sont les jurisprudences des siècles qui sont venues après le prophète. Deuxièmement, il y a la question du testament, l'wasiya, qui est dans le texte du Code de la famille, mais qui n'est pas dans le Coran. Le wasiya, il est dans le Coran, mais il y a des limites qui ont été mises au testament pour dire pas plus du tiers, premièrement. Ce n'est pas dans le Coran. Et deuxièmement, il y a qu'on ne peut pas donner un testament en faveur des héritiers. Et ça, ce n'est pas dans le Coran non plus. Le wasiya, c'est dans le Coran, largement, mais il n'y a pas de dispositions. Donc si on nous laissait discuter, on pourrait en parler en toute liberté, de dire voilà, ce qui est coranique est coranique, ce qui est jurisprudence, eh bien la jurisprudence, elle est adaptée au siècle où elle est venue. Donc la jurisprudence du IIe siècle, après le prophète, ne peut pas s'appliquer maintenant au XXIe siècle. Donc ce qui fait, il faut débattre de cette question. Et bien sûr que si vous demandez... Débattre avec qui? Parce que là, on a clairement, par exemple, cette sortie de l'ancien secrétaire général du PJD
qui a qui est le chef de file de l'islam politique. un C'est niet l'islam politique. catégorique à la réforme de cette... Qui est-il? Est-ce qu'il a été élu par le peuple? Il n'est pas élu par le peuple, il n'a pas de légitimité. Il a quand même dirigé un gouvernement. Dans le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, quand on a été dans le passé à un poste de responsabilité et qu'on ne l'est plus, ça, c'est la décision du peuple qui vote, qui élit. Absolument. Donc, ce qui fait M. Ben Kiran a eu une légitimité parce qu'il a été élu, mais aujourd'hui, nous avons une légitimité qui est celle du gouvernement actuel et celle de Sa Majesté le Roi, qui, lui, est Amir al-Mouminin. Alors, pour ce qui concerne les questions qui ont un caractère religieux, il est impératif que les ulama puissent expliquer, puissent discuter, et non pas lancer des injures et des invectives à quiconque ose dénoncer les injustices. Est-ce que quelqu'un va me dire aujourd'hui que c'est juste qu'une veuve avec 3 filles voit les cousins lointains de son mari venir prendre son héritage, prendre la moitié de son héritage? Est-ce que quelqu'un va me dire que ça, c'est la justice? Ça, c'est l'injustice. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que dans le Coran, il y a un verset clair dans lequel Dieu s'interdit l'injustice. لَقَدْ حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي ظُلْمًا. Donc l'injustice est interdite dans le Coran. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va s'accrocher à une disposition qui produit une injustice profonde et qui ne vient pas du Coran. Alors, est-ce qu'il faut, du coup, revoir la Moudawana de fond en comble? Une refonte, vous l'avez dit. Voilà. Ou, effectivement, revoir certaines lois selon la condition et selon les cas. Écoutez, et dans quel cas est-ce il faut aussi une refonte je dirais pas de la magistrature, mais du système judiciaire, parce qu'il Sa Majesté a aussi parlé de l'accès à la justice. Oui. L'accès à la justice pour les femmes, elle est extrêmement faible. Vous savez que seuls 3% des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, ça c'est d'après l'enquête nationale de 2019 du HCP. Seuls 3% des femmes victimes de viol ou d'agressions sexuelles portent plainte. Tout à fait. Ça veut dire que le viol est impuni. C'est pour ça que je disais, il faut parler aussi du code pénal. Parce qu'une femme qui va venir se plaindre de viol, on va lui demander d'apporter des preuves comme s'il s'agissait d'un simple larcin ou d'un vol, alors qu'il s'agit d'un crime. Oui. Et si jamais elle ne trouve pas la preuve comme quoi elle a été effectivement violée, on l'inculpe pour relations sexuelles hors mariage, pour l'article 490. Donc moi, je vois qu'il est impossible de faire un progrès important dans le code de la famille si on ne réforme pas non plus le code pénal. Il y a la question de l'interruption médicale de grossesse. Sa Majesté le Roi a fait un arbitrage dessus. Il a appelé le gouvernement à travailler, à produire... Vous savez combien ça fait de temps maintenant? Ça fait 8 ans que Sa Majesté a donné ses orientations. Comment expliquer que jusqu'à présent, l'avortement est tel quel? Il y a encore beaucoup de femmes quotidiennement qui subissent l'avortement clandestin et que leur santé est massacrée. Il y a encore des enfants qui sont mis, disons, à la rue, dans les poubelles, des bébés abandonnés. Tout ça jusqu'à quand? Il est temps aujourd'hui, il faut une grande réforme, il faut une refonte du code de la famille et il faut une refonte du code pénal aussi, qui, je vous le rappelle, a 60 ans. Et à 60 ans, c'est l'âge de la retraite. Il faut l'enlever et ramener quelque chose qui pour soit le moment, à moins qu'il y ait une réforme. En adéquation avec l'évolution de la société, avec le règne de Sa Majesté le Roi, avec la constitution marocaine, la modernité. On veut la modernité dans tout, sauf pour ce qui est de la femme. Et tout ça, on veut revenir au IIe siècle après l'Hégire. Ce n'est pas possible. Rachida Raoult, président du Haut-Commissariat des diasporas africaines en France. Il y a certaines questions. Est-ce que vous avez retrouvé certaines questions qui sont aujourd'hui toujours d'actualité, même dans l'Hexagone, ou au sein des autres diasporas africaines avec lesquelles vous traitez, notamment en tant qu'élue franco-marocaine aussi? Alors moi, je vous écoute religieusement depuis tout à l'heure et en fait, je vais vous apporter ma vision de franco-marocaine qui, effectivement, réside en France et qui, aujourd'hui, porte aussi, on va dire, toutes les revendications ou alors les constats de nos compatriotes qui vivent également sur le territoire français. Et c'est vrai que, alors pour le coup, moi je ne vois pas du tout les choses comme ça. Et les franco-marocains aussi, qui vivent donc en France, ne voient pas du tout les choses comme ce que je viens d'entendre. Alors peut-être parce qu'effectivement, nous ne vivons pas, on va dire, de manière continue
au Maroc. Mais le constat est que depuis l'accession, en fait, l'accession de Sa Majesté Mohamed VI au pouvoir, donc, et d'après ce que nous voyons, il y a une évolution flagrante, c'est-à-dire que les libertés, donc évidemment, ont émergé encore plus. Le droit des femmes aussi, on a vu quand même une très grosse évolution, mais ça, c'est notre constat en tant que MRE, franco-marocain. Et je ne peux que saluer finalement, parce que finalement, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a balisé cette voie, on va dire, pour l'égalité femmes-hommes, a priori d'après ce que j'ai pu comprendre, depuis la Moudawana, c'est ça, 2004. Et puis, ça a été agrémenté en 2011, il me semble. Avec la nouvelle constitution et l'article 19. Oui, voilà, absolument. Et puis, bien sûr, avec tout le beau travail que vous avez réalisé, Madame Scali. Donc, j'ai bien suivi parce que, effectivement, l'avortement est une des questions majeures sur laquelle il faut se poser. Et il faut, bien sûr, il me semble, prendre des décisions sous certains cas, parce qu'encore une fois, nous ne pouvons pas changer comme ça de manière radicale, en fait, j'allais dire, des coutumes ancestrales et qui sont en plus calées aux religieux, notamment aussi sur les histoires concernant donc l'héritage. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas arriver et faire une révolution comme ça de manière, on va dire, brutale. Il faut se caler sur j'allais dire, les us et coutumes, évoluer avec la société. Il y a un changement de paradigme, ça c'est certain. Maintenant, peut-être constitué avec le travail que vous faites associatif, qui est fabuleux. Et puis, vous, madame, par rapport, en fait, justement, à tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut créer un véritable laboratoire, en fait, et puis travailler comme ce que nous faisons en France. Et c'est pour ça qu'on fait évoluer les lois. Et il ne faut pas oublier qu'aussi, il y a un mouvement donc, international qui a quand même chamboulé encore plus ces questions liées aux libertés et à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est le mouvement MeToo, c'est le Balance ton port, c'est aussi tous ces mouvements de féministes qui font bouger les lignes, qui font avancer les choses. Et oui, la femme a toute sa place, bien sûr, pour être à la fois au même degré d'égalité que l'homme, mais en même temps, il faut la protéger. Donc, ce qui est intéressant au Maroc, c'est qu'il y a des lois. C'est ce que j'ai cru comprendre, qui, elles, pour le coup, nous donnent les outils pour pouvoir, en fait, y aller. Maintenant, c'est l'applicabilité des lois, c'est ça, avec les juges, apparemment, sur le mariage des jeunes filles encore, et qui est inacceptable, évidemment. Moi, je suis maman d'une jeune fille de 15 ans, donc c'est sûr que, je n'imagine même pas une seconde que ma fille, en fait, puisse être mariée à cet âge-là. Après, maintenant, encore une fois, on en revient à ce que nous sommes, nous, ici au Maroc, et je parle de mes grands-parents, de mes parents, c'est-à-dire que nous sommes une société avec, justement, un héritage culturel et aussi un héritage religieux. Donc maintenant, le tout, c'est de trouver, en fait, un équilibre entre la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec toute l'évolution que nous connaissons, la révolution des réseaux sociaux, qui évidemment, bien sûr, bouscule toutes les lignes, bouscule tous les codes, et cette aspiration aussi des jeunes filles à pouvoir aussi ressembler à ces occidentales, à ces jeunes femmes qui se battent aujourd'hui, bien sûr, et puis ce qui se passe en Afghanistan, mais aussi en Iran, ne fait que alimenter encore plus notre sentiment, justement, qu'il est nécessaire de pousser et de continuer. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, je tiens à saluer déjà le fait que le Maroc a fait d'énormes progrès. Et en tant que franco-marocaine, MRE, et puis effectivement présidente du Haut-Commissariat des diasporas, avec une très forte représentation des Marocains, donc des MRE, nous souhaitons nous asseoir aussi à la table, en fait, peut-être d'un futur laboratoire qui peut travailler sur comment on peut avancer avec notre vision, justement, qui est la nôtre, ce que nous vivons en France, avec toutes les évolutions, comment on s'est battu, comment on a fait avancer les choses au sein de la société civile, au sein, justement, des représentants de tout ce qui est entrepreneuriat et de nos politiques. Parce que les politiques, c'est quoi? Vous l'avez été, Madame Scali, c'est des propositions qu'on nous ramène sur la table, et puis après, eh bien, on fait des groupements, et puis on casse les portes avec des béliers. Voilà. Et comme nous sommes des femmes, nous y arriverons avec brio. Alors, la situation sur le marché du travail, elle n'est pas très brillante. 8 femmes sur 10 restent en dehors du marché du travail. Beaucoup d'étudiantes ne se retrouvent pas sur ce marché du travail. Khadija Jalati Idrissi, vous êtes chef d'entreprise, n'est-ce pas? Tout à fait.
Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, il y a vraiment une différence entre un chef d'entreprise masculin et une chef d'entreprise au féminin au Maroc? Il y en a une. La chef d'entreprise femme voit un plafond de verre. Le chef d'entreprise homme ne le voit pas. Il n'existe pas pour lui. Pour moi, c'est la vraie différence qui existe entre les deux. Nous le voyons aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres, mais plus de 90% des entreprises féminines, dites féminines, créées et dirigées par des femmes, n'arrivent pas à dépasser le stade de toute petite entreprise qui peut être décrit comme éventuellement le million de dirhams de chiffre d'affaires et les 5 employés. Ce qui veut dire, il n'y a pas de loi qui dise que les femmes n'ont pas le droit d'être à la tête de grandes entreprises. Il n'y a aucune loi qui dit que les femmes n'ont pas le droit de développer leur business, mais la réalité est qu'il y a ce plafond de verre. Et ce plafond de verre vient de plusieurs et le résultat d'une situation à plusieurs paramètres. Le code de la famille est un élément important et c'est pour ça que c'est intimement lié. Oui, ce n'est pas sûr. deux choses complètement différentes, mais c'est exactement la même chose. Le code pénal aussi, lorsqu'une femme se sent libre, se sent en sécurité de pouvoir sortir, partir en déplacement, travailler, ben forcément, elle aura plus envie, elle se sentira plus en sécurité pour entreprendre et aller chercher de nouveaux marchés, de nouveaux partenaires et développer son entreprise. Lorsqu'une femme sent qu'elle n'est pas la seule à devoir assumer la responsabilité des enfants, les emmener à l'école, faire les devoirs, faire les activités et aller travailler aussi, eh bien, elle pourra avoir suffisamment de temps pour pouvoir se consacrer aussi à son entreprise, pour la développer et la faire évoluer. Ce sont des réalités qui peut-être ne sont pas dans les lois, mais qui sont dans nos pratiques au quotidien. Le poids de la société est encore très très lourd sur une femme. On parle de J'allais vous charge. dire, est-ce que la discussion que nous sommes en train d'avoir ici ne serait pas un peu élitiste par rapport à la réalité profonde de la société marocaine? Alors, On est sur le terrain, vous savez. Oui. merci Non, mais Khadija, je ça vous posait. pose cette question, vous Regardez. savez pourquoi? Parce qu'il y a une, par exemple, d'un magazine qui a mis en avant 8 femmes marocaines actives. Je peux vous dire, sur les réseaux sociaux, ça n'a pas du tout fait consensus. Hein, donc, Alors, c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce qu'on est en train de mettre le doigt sur des questions qui ne concerneraient pas la majorité des Marocains? Alors, Khadija, si vous me permettez, quand on parle de mariage des mineurs, ça existe beaucoup plus dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Oui. Revenons à la partie entrepreneuriat. Entreprendre n'est pas forcément créer une entreprise de 200 employés qui fait 10 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Entreprendre, c'est avoir la capacité, le courage de créer une activité qu'on arrive à structurer pour qu'elle puisse être génératrice de revenus. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'ai l'honneur et le plaisir de présider ESPOD, une association qui, depuis plus de 30 ans, œuvre pour l'encouragement de l'autonomisation économique des femmes par l'entrepreneuriat. La grande majorité des bénéficiaires qui sont réellement les fiertés des SPOD sont des femmes qui n'ont pas forcément été dans les bancs des universités, des écoles supérieures, mais ce sont des femmes qui ont démontré une grande volonté à être indépendantes économiquement à un moment où elles ont compris que leur affirmation dans la société passait par l'indépendance et par l'autonomie économique. Ces femmes sont accompagnées tous les jours à travers des formations à la compréhension de l'entrepreneuriat, la pratique de l'entrepreneuriat, la structuration de petits projets, et ça donne naissance à des petits projets qui peuvent être soit des coopératives, soit des toutes petites de l'auto-entrepreneuriat ou autres. Et donc, c'est des sujets qui ne concernent pas uniquement une frange de la société marocaine, mais le sujet de l'autonomisation des femmes, de donner plus l'accès aux femmes au marché de l'emploi, leur permettre d'être économiquement actives, concerne tout le monde. Oui, mais qui, par exemple, là... D'ailleurs, je vais me tourner vers peut-être Leïla Toukali en tant que présidente de la FEM. Pourquoi les chiffres régressent? Vraiment, une question, et c'est un constat aujourd'hui. Pourquoi le taux des femmes actives, enfin, le taux d'emploi chez les femmes a baissé ces 10 dernières années? Mais écoutez, d'abord, il y avait une politique gouvernementale. Je l'ai signalé tout à l'heure, 2010-2020. Madame Scali aussi en a parlé. C'est une volonté, soi-disant cachée, de mettre en avant l'évolution de la femme et que rien n'a été fait dans ce sens. C'est vrai qu'en fait, les choses régressent véritablement depuis 2015.
Les chiffres n'ont jamais été aussi hauts, aussi bas, mais on avait du 12% en 2015 à peu près. D'ailleurs, il serait peut-être temps de faire une étude profonde sur ces taux-là, parce qu'il y a beaucoup de taux qui circulent et on ne connaît pas voilà, le curseur où il se situe. Peut-être parce que ces femmes-là, les choses n'évoluent pas comme on voudrait, que les messages ne passent pas très bien, parce que d'abord, il y a eu un Covid qui est passé, qui a beaucoup impacté la femme chef d'entreprise. Et il faut savoir que là, comme l'a dit Madame Ginetti, beaucoup de TPE, beaucoup dans les services et dans le commerce, et ces femmes-là ont été lourdement impactées. C'est-à-dire que quand on les écoutait à l'époque, c'était le monsieur, le mari à la maison, passait en priorité le webinaire de son travail, et la femme devait obligatoirement refuser de s'occuper de ses enfants. Donc, il y a eu un vrai recul par rapport à ça. Et après, les freins sont toujours les mêmes. Il n'y a pas eu d'évolution. Oui, mais alors que fait la société civile? Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a eu des gouvernements. Que font les chefs d'entreprise pour inclure davantage les femmes dans le marché du travail? Je ne parle même pas de femmes entrepreneurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de vous, en tant que chef d'entreprise, d'inclure davantage financièrement, économiquement ces femmes? Écoutez, nous, en termes de chef, pour ma position personnelle, je suis pour l'égalité des chances. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un en face de moi pour l'employabilité, un homme qui sera beaucoup plus compétent qu'une femme, je vais embaucher un homme. Pour moi, c'est l'égalité des chances. On ne va pas embaucher une femme parce que c'est une femme. Nous travaillons, c'est vrai qu'on a des limites. Madame Ginetti a parlé de plafond de verre. C'est vrai que nous restons généralement jusqu'à maximum des TPE. On a du mal à sortir de notre zone de confort. Mais tout ça parce qu'il y a beaucoup de freins, parce qu'on a une aversion au risque, parce qu'à partir du moment où on est financé au départ avec de l'aide familiale, quand on a besoin de grandir, eh ben, on n'a pas de patrimoine, on n'a pas de garantie à donner. Et après, les banques ne suivent pas toujours. Par manque peut-être de culture managériale aussi. Il faut avoir un certain aussi niveau pour pouvoir bien gérer son entreprise et l'avoir dans la croissance. Et qui dit croissance, nous, on veut bien. Il y a aussi la responsabilité d'un gouvernement qui met en place des programmes. Donc en fait, pour vous, parce que là, c'est intéressant, Leïla Dkali, parce que la responsabilité du gouvernement est revenue plusieurs fois dans vos propos. Donc oui, c'est le responsable numéro 1 de la condition de la femme, notamment de l'inclusion de la femme dans le développement économique. La société civile, pour moi, je prône des partenariats publics-privés. D'accord. C'est-à-dire, je voudrais juste faire réagir mes autres intervenantes sur cette question avant qu'on passe à autre chose. Oui, peut-être une réaction, Madame Skhali. Oui, j'ai une réaction parce que, en ce qui concerne les chiffres pour le taux de participation économique des femmes, il était de taux d'activité des femmes, il était en 2000, il avoisinait les 30%. Oui. Maintenant, il est de l'ordre de 20%. Donc, il y a eu un recul, très, très important. Oui. Et je crois qu'il faut interroger d'abord la vie des femmes. Parce que la vie des femmes, pour qu'elles puissent travailler, il faut qu'elles puissent être relativement libérées en matière d'équipements sociaux, disons, qui leur permettent, par exemple, de pouvoir garder les enfants. Par exemple, de pouvoir, disons... On en est encore là. Bien entendu, parce que, étant donné que les femmes étaient absentes des postes de décision au niveau territorial, les besoins des femmes étaient totalement ignorés. Et ça, c'est un facteur qui me paraît très, très important. Mais à côté, il y a un autre facteur qui est très important, c'est l'idéologie patriarcale qui est largement diffusée et qui fait des dégâts. C'est l'idéologie qui dit que c'est l'homme qui doit gagner l'argent et la femme qui doit s'occuper des enfants. Rappelez-vous ce qu'on disait sur la femme, c'est Triya Dialdar. La femme, c'est le lustre qui illumine la maison. La femme doit rester à la maison pendant que l'homme va travailler. Cette idéologie-là a fait beaucoup de dégâts et implique que même des femmes hautement diplômées, parmi les femmes hautement diplômées, j'ai un chiffre ici qui me dit que de 25 à 59 ans, 33% seulement des femmes sont actives, contre 92,5% chez les hommes. Donc ce sont des personnes diplômées qui ont fait des études pour travailler, mais qui restent à la maison parce qu'il y a le harcèlement sexuel dans la rue, parce qu'il y a le harcèlement sexuel au travail, etc. Les recommandations, pour un dernier tour de table, sur les recommandations pour sortir tout cela, Madame. Je voulais dire après l'intervention de Madame Rachida, concernant le fait de saluer les avancées.
C'est évident, mais on peut faire une émission sur les avancées et les saluer. Au Maroc, il y a eu des avancées extraordinaires. Et parfois, nous avons été plus loin. Quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Voilà. Donc en fait, c'est cela. Même par rapport à la France, qui a bien sûr des points qui sont avancés par rapport à nous, dont on pourrait s'inspirer, mais je peux vous dire que j'ai déjà été sollicitée pour apporter ma contribution, par exemple en ce qui concerne la budgétisation sensible au genre. Oui. Le Maroc a commencé en 2000. En 2000, donc aujourd'hui nous sommes très avancés. Nous avons dans la loi organique des finances des dispositions qui nous impliquent la budgétisation sensible au genre et dans lequel j'ai eu à avoir des échanges, dans lequel la France n'avait pas encore commencé il y a tout juste une dizaine d'années, si vous voulez. Donc il y a des échanges qui peuvent se faire, des échanges de grâce aux éméreux, justement, grâce à la diaspora. Alors, un dernier tour de table, mesdames, si vous le permettez. Oui. Pour qu'on sorte avec du concret, peut-être 1 à 2 recommandations par intervenant. Khadija Janati Idrissi, je commence par vous. Je donnerai les recommandations, mais je voudrais revenir sur un point parce que je pense qu'il est important d'arrêter de créer l'amalgame. Je ne veux pas du tout aller sur un terrain qui n'est pas le mien, qui est le religieux. Mais en tant que femme, observatrice, citoyenne, je constate 2 choses. La première, c'est que le Maroc n'est pas régi par la charia, mais on est régi par un code pénal. Certes, il est inspiré par la charia, mais on n'est pas régi par la charia. Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas obligés de faire exactement ce qu'il y a dans le Coran. Et d'ailleurs, je donne très souvent un exemple il y a un verset qui est très clair dans le Coran qui dit walakum fil qasas hayatun ya ulil albab. Le qasas, c'est-à-dire la personne qui tue, on va la tuer, qui vole, on va lui couper la main. Et ben c'est des choses qui ne sont pas pratiquées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, parce que si on les pratiquerait, on aurait la moitié de la société qui aurait forcément des séquelles ou des traces. C'est pour dire qu'il y a aussi l'ijtihad qui est pratiqué dans plusieurs domaines où on pense, c'est pour ça qu'il a été créé, je crois, c'est pour pouvoir faire en sorte à ce que la religion, et c'est pour ça que je trouve que la religion, notamment l'islam, est une belle religion, parce qu'on dit qu'elle est adaptée à tous les temps. Et pour qu'une religion puisse être adaptée à tous les temps, on peut faire appel à l'ijtihad, on peut faire appel à l'innovation, des ulama bien sûr, qui sont les spécialistes de la question. Et ce sujet, clairement, à un moment où aujourd'hui les chiffres officiels disent que plus de 20% des foyers marocains sont gérés par des femmes, on ne peut plus être dans une situation où les femmes héritent 50% de la part d'un homme ou dépend de l'homme, surtout quand c'est elle, souvent, ça c'est les chiffres officiels, mais dans la réalité c'est certainement plus, qui va prendre en charge et le mari et les enfants et parfois même un frère ou 2 frères qui ne travaillent pas et les parents. Voire même les parents. Voilà, donc ça c'était vraiment cette parenthèse religion. Notre religion elle est très large, elle nous permet vraiment d'innover pour le bien de la société et je pense que ce qui nous manque réellement c'est le courage de pouvoir aller creuser dans ce sens-là pour la faire correspondre. Les recommandations, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur les mentalités. Très bien. Et les mentalités, je pense que c'est le rôle de tout le monde. On parle du gouvernement, certes. La société civile fait déjà beaucoup, mais doit continuer. Mais je profite de mon passage ici pour dire que les médias ont un vrai rôle aussi. De sensibilisation, d'explication, créer les débats. Merci de nous accueillir un 8 mars, mais ce serait bien d'ouvrir le débat. Et encore merci Khadija à Média TV, mais sur d'autres médias. Mais les femmes ne veulent pas venir sur les plateaux télé. Khadija Janati, vous savez très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est pas... J'entends. J'en profite aussi pour dire, moi, ce serait bien d'avoir plus de responsables, plus de représentantes féminines des organes que j'invite sur ce plateau. Je suis d'accord, et créons une chaîne entre femmes pour que les unes encouragent les autres à aller dans des plateaux, dans les médias et parler, parce que ce n'est comme ça qu'on peut avancer. Les hommes doivent se joindre à la chaise, je vous le dis. Oui, madame, mais rapidement. La première, c'est l'égalité dans les législations et l'égalité dans le bénéfice des politiques publiques. Très bien. La deuxième, le partage des richesses. 50-50 entre les hommes et les femmes. Donc héritage inclus. Le troisième, partage du pouvoir. Point. Ça, je suis d'accord. Bon, un dernier mot, peut-être aussi, Rachida Khaout, sur cette journée des droits de la femme. Alors moi, je dirais peut-être 1 à 2 recommandations aussi. Oui.
Alors, Sur le rôle des MRE, par exemple, alors, les femmes. Nous, au sein du Haut-Commissariat des diasporas africaines de France, nous sommes arrivés à un constat qui est le suivant. Quand on est bloqué par des politiques et donc effectivement par tous ces problèmes sociétaux que nous connaissons, dont les plafonds de verre, dont justement les... Oui. Et donc je disais qu'effectivement, il faut trouver des alternatives. Les alternatives, lesquelles sont-elles? Eh bien, a priori, on s'est basé sur... on a créé une commission qui s'appelle Femmes Africa et qui, pour le coup, elle... vraiment insiste sur la notion de sororité et comment justement nous pouvons être les tutrices en fait d'autres femmes, d'autres jeunes filles, les aider à évoluer. C'est la chaîne dont vous parliez, exact. effectivement, et je pense que c'est celle qui apportera encore beaucoup plus de progrès que ce que nous connaissons actuellement, parce qu'on avance effectivement, les progrès sont là, mais on avance lentement. Merci. Alors que nous avons besoin d'avancer vite. Oui. Et puis, n'oublions pas, je rajoute juste un petit mot, l'islam, le Coran, c'est une belle religion. Et le Coran est un livre saint qui nous a été, on va dire, offert, on va dire ça comme ça, et qui, si on regarde bien, met la femme, en fait, justement, au cœur même de tout. Oui, la femme, justement, donc vous avez une sourate sur la femme qui est extraordinaire. Donc, si simplement les hommes de cette société pouvaient juste respecter ce point-là et se dire que si Dieu lui-même, qui nous a laissé justement ça comme message, eh bien, faites aussi l'effort, messieurs, justement, de valoriser vos femmes et puis effectivement de vivre, bien sûr, avec votre temps et avec l'évolution que nous connaissons, parce que, oui, il y a des choses, bien sûr, qui étaient valables à un moment T et qui ne peuvent plus être applicables aujourd'hui. Donc, je voulais terminer par cela. Et puis, la journée de la femme, eh bien, c'est tous les jours. Exact. Et merci Khadija pour cette invitation. Marhaba, merci Rachida Qaout encore une fois. Merci à vous également, Madame la Ministre. C'est toujours dynamique avec vous et on sent la passion et le militantisme qui ne date pas d'hier. Merci à vous également, Khadija Janati Idrissi. Bon vent, bon courage pour votre nouvelle mission à la tête de cette association ESPOD. Et mes remerciements vont également à la représentante de nos chefs d'entreprise, Leïla Dkali. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu et très bonne soirée.